un exercice de redevabilité à la une de cette édition, le Fonds permanent des collectivités territoriales qui était face aux hommes de médias pour le bilan des 2 années de fonctionnement. Et comme vous l'entendrez, les voyants sont au vert selon le premier responsable du fonds. Bilan complet dès l'ouverture de ce journal. Dans ce journal, nous nous arrêterons sur un phénomène qui touche à la fois la religion, l'éducation et les droits de l'enfant. Il s'agit du phénomène des talibés et nous irons dans la cité des Banqui qui compte à elle seule une quinzaine de foyers coraniques et plus de 500 talibés. Constat dans quelques instants. Et puis présidentiel en Centrafrique, un second mandat pour le président sortant Touadéra. Une victoire dès le premier tour contestée par l'opposition qui annonce à des recours. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Bonne et heureuse année 2021 à toutes et à tous. Face à face ce matin entre le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales et les hommes de médias, il s'agit pour le premier responsable du fonds de présenter les acquis de la structure en 2 années de fonctionnement. L'essentiel à retenir dans ce compte-rendu de Amadou Ilboudo et Boukari Ouedraogo. Devoir de redevabilité du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales vis-à-vis des professionnels des médias. Après une première rencontre en janvier 2019 pour présenter les grandes lignes de sa lettre de mission, le directeur général monte encore au créneau pour cette fois faire le bilan de 2 années de fonctionnement. 2 années au cours desquelles bien des défis ont été relevés, notamment l'augmentation du portefeuille des projets en faveur des collectivités territoriales, l'augmentation des partenaires techniques et financiers, l'efficacité dans le traitement des dossiers et le plus notable, la réforme du fonds qui devient désormais une agence. L'ADCT a pour principale mission de concourir au développement des collectivités territoriales à travers la mobilisation, la centralisation et la mise à disposition de tous les appuis financiers en direction des collectivités territoriales. De nouvelles missions pour l'Agence du développement des collectivités territoriales qui, au-delà des subventions octroyées aux 364 collectivités, pourra octroyer des prêts et mieux encore leur apporter un appui technique. C'est en tout cas un directeur général satisfait d'avoir rempli sa mission, une mission réussie grâce à ses collaborateurs, a-t-il souligné, malgré le contexte difficile de la maladie à coronavirus. À présent sur l'agenda 2020 des forces de défense et de sécurité, agenda dominé, vous le savez, par la lutte contre l'hydre terroriste, des terroristes qui en 2020 ont choisi comme cible principale les populations civiles en s'attaquant aux marchés et autres lieux de rassemblement. Les forces de défense et de sécurité ont aussi adapté leur lutte à la nouvelle donne avec des moyens conséquents mis à leur disposition. Draman Guéné pour la rétrospective. 2020 aura été l'année de la montée en puissance des forces de défense et de sécurité. Après 5 ans de lutte contre le terrorisme, les FDS se sont adaptés à cette guerre asymétrique. Au sommet de l'État, la loi portant organisation de la défense nationale votée crée 2 états-majors tactiques, de véritables bataillons antiterroristes dirigés par des officiers supérieurs. L'état-major tactique numéro 1 basé à Kaya et le numéro 2 basé à Fadan Gourma. Cette configuration de l'armée crée des ramifications pour un bon maillage du territoire national. Des bases d'appui consolidées installées dans les zones sensibles, chacune dotée de plusieurs relais, les détachements. Le territoire est quadrillé, les FDS se dotent d'équipements de dernière génération et même des moyens aériens. Aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à faire quelque chose, ce n'est pas la faute de quelqu'un, ça serait de notre faute. Je puisse vous l'affirmer avec les équipements, avec les moyens qu'on a. En tout cas, nous pouvons atteindre toutes les frontières du Burkina Faso pour appuyer les unités qui sont sur le terrain. Le 21 janvier 2020, l'Assemblée nationale adopte la loi portant institution des volontaires pour la défense de la patrie, les VDP. L'armée est autorisée à recruter des civils locaux pour appuyer la politique de sécurisation du pays. En septembre 2020, le président du Faso prend un décret de création du 14e régiment interarmé basé à Djibo dans le Sahel. L'armée retourne à Djibo, l'administration publique reprend du service dans la ville.
Grâce à ces différents dispositifs, les FDS sont portés sur l'offensive. Plusieurs opérations de restitution de la quiétude sont menées sur beaucoup de fronts. En octobre 2020, Barsalgo est libéré aux portes de Kaya. Dans plusieurs autres localités où la terreur était devenue la loi, les terroristes sont délogés, poursuivis jusqu'à leur dernier retranchement. Ce sont des opérations baptisées Restauration. Les bases des forces de défense et de sécurité sont devenues des forteresses imprenables. Sauf quelques embuscades, les explosifs déposés sur les axes sont la plupart détectés et désamorcés sans dégâts. Les terroristes acculés se livrent à des actions de désespoir. Ils s'attaquent à des civils aux mains nues. En février 2020, les terroristes ont fait irruption dans le marché de l'Amdamol dans le Sénou. 18 civils perdent la vie. Août dernier, le marché de bétail de Namungu dans l'Est est attaqué. Une vingtaine de civils tués et plusieurs autres blessés. Toujours dans la lutte contre l'insécurité, les initiatives se multiplient. Le 22 octobre, la police secours est portée sur les fonds baptismaux, d'abord à Ouagadougou pour une phase pilote. Gendarmes et policiers forment ce corps basé sur les renseignements et la prévention des crises. Voilà, cette crise sécuritaire, vous le savez, a comme corollaire des milliers de déplacés internes, dont des enfants en âge de scolarisation. Pour le maintien de certains de ces enfants dans le système éducatif, un projet est né, dénommé Réponse inclusive et sûre pour la continuité de l'éducation des enfants déplacés à internes. Le projet d'une durée de 18 mois va concerner 11 500 enfants de 3 à 18 ans des régions de la boucle du Mouhoun et du centre-nord. Le projet a été lancé en présence de Draman Sow. Ils sont 11 500 les élèves âgés de 3 à 18 ans de 27 établissements préscolaires, primaires et post-primaires qui auront le sourire aux lèvres. Grâce à l'ONG Educo, qui a décidé d'injecter 461 millions de francs CFA pendant 12 mois, ces enfants pourront poursuivre leur cursus dans un contexte d'insécurité. En plus de ces élèves, 268 acteurs de l'éducation bénéficieront indirectement des retombées du projet RESCODE. Le ciblage de ces enfants donc sera fait en collaboration d'abord avec les directions régionales qui ont déjà une stratégie de travail sur le terrain sur laquelle nous allons donc nous appuyer pour s'assurer que nous ciblons donc les écoles prioritaires et les écoles effectivement qui font partie de la priorité des directions régionales et provinciales en charge donc de l'éducation. Les écoles prioritaires sont celles des communes de Tougan, Nouna, Waiguia, Titao et Namisigma. Elles bénéficieront d'un appui technique et financier dans le cadre du projet RESCODE. Donc, il s'agira donc de permettre à ces enfants d'accéder à travers donc la construction d'espaces semi-temporaires, l'équipement de ces salles, mais aussi le renforcement des capacités des acteurs de l'éducation. Donc nous allons aussi octroyer des bourses aux élèves les plus vulnérables. Nous allons donc en lien aussi avec la pandémie à Covid-19 doter aussi ces écoles-là des dispositifs de lavage de mains. Pour joindre l'acte à la parole, Educo et ses partenaires remettent du matériel aux élèves des communes bénéficiaires. Eux sont hors du système éducatif classique. Nous parlons des talibés, ces disciples de Marabout. À Dédougou, dans la boucle du Mouhoun, ils ne passent pas inaperçus. Boîtes de conserve en main, seuls ou en groupe, de jour comme de nuit. Ils font la manche dans les espaces publics. Le phénomène est de plus en plus interpellateur dans cette ville qui compte une quinzaine de foyers coraniques et plus de 500 pensionnaires. Le constat est fait pour nous par Yves Rwamba et Karim Ouedraogo. Être accosté par un talibé qui demande quelques pièces de monnaie est un spectacle presque ordinaire dans la vie de Dédougou. Cette forme de mendicité liée à l'apprentissage dans les foyers coraniques, c'est le quotidien du petit Chouleman. Je veux devenir un grand guide religieux. Nous partons au marché pour mendier
Et à 14h, nous reviendrons pour la lecture du Coran. De jour comme de nuit, ils sont plus de 500 talibés, encore appelés Garibou, à faire la manche dans les espaces publics de la ville de Dougou. Un phénomène qui n'est pas du goût de certains habitants de la cité de Bangui. Vous-même, vous voyez, il y a des clients, il y a d'autres, ils aiment, il y a d'autres aussi, ils n'aiment pas. Des fois, ils se collent trop. On est forcé de les chasser. Pour certains maîtres coraniques, cette gêne causée au usagers des espaces publics relève des caprices de l'enfant de façon générale. Ils mettent en avant les efforts faits pour garantir des conditions d'un apprentissage acceptable. Ici, ils mangent à leur faim. Ils sont bien soignés. La mendicité des talibés ne concerne que les garçons et est une question sensible qui touche à la fois la religion, l'éducation et les droits de l'enfant. Les filles talibées ne mendient pas. Leurs parents amènent leurs vêtements et les médicaments en cas de maladie. La direction régionale en charge de l'action sociale se soucie de l'épanouissement des tout-petits à travers des séances de sensibilisation. C'est les causeries éducatives que nous avons avec eux. Et ensuite, il y a des enfants aussi que nous suivons dans la rue. Nous avons des collègues qui suivent les enfants dans la rue, surtout les enfants qui sont confiés à la loi, comme on le dit souvent. Voilà, donc quand ils sont dans cette situation, nous travaillons un peu avec le ministère de la Justice qui nous réfère ce type d'enfants et que nous suivons également, en fait, soit en les scolarisant ou bien en ayant fait un suivi auprès de leur maître coranique pour leur permettre en fait d'être pris en charge. L'association ICRA apporte un soutien pédagogique à la quinzaine de foyers coraniques contre la ville de Dougou. Les actions qui ont été menées à travers, comme j'ai dit, l'introduction du français, l'introduction de la langue ajami, c'est-à-dire utiliser les caractères arabes pour parler la langue maternelle, Moré, Fulfulde, Djula. C'est effectif dans ces foyers-là. En tout cas, à la rencontre Djula, on a demandé au maître coranique de poursuivre ces actions-là. Les rêves d'enfants de l'ensemble des talibés rencontrés, filles comme garçons, sont d'être des modèles au sein de la société. Cela nécessite une synergie d'action de l'État, des foyers coraniques et des familles de ces tout-petits. Retour à Ouagadougou pour cette conférence à bilan de la participation des réseaux sociaux au double scrutin de novembre dernier. Un programme avait été initié par l'ONG Diaconia et ses partenaires en vue de participer à l'organisation d'élections régulières et transparentes. Le bilan du monitoring fait par l'Association des blogueurs du Burkina dans ce compte-rendu de Marguerite Adouagnou. Face à la presse, ce 29 décembre 2020, l'Association des blogueurs du Burkina, objectif des échanges, présentait les résultats du monitoring de la campagne électorale par les réseaux sociaux pour les élections du 22 novembre dernier au Burkina Faso. La période d'observation qui s'est étendue du 15 octobre au 30 novembre a consisté à porter une attention particulière sur le ton de la communication électorale, notamment le type de discours utilisé par les acteurs politiques. La violence des commentaires négatifs et propos offensifs ont été plus adressés aux partis politiques que nominativement, c'est-à-dire directement à leurs candidats. Plusieurs débats sur le réseau social Facebook ont beaucoup plus porté sur les railleries, les moqueries que sur des débats de fond sur les programmes des candidats. Sur 13 candidats à l'élection présidentielle, 12 avaient un compte Twitter à l'ouverture de la campagne et seulement quelques-uns comptabilisaient un nombre significatif de tweets, notamment les candidats Gilbert Noël Ouedraogo et Roch Marc Christian Kaboré. Il faut noter que le candidat Roch Kaboré y a été le plus actif durant tout le processus électoral. Le monitoring de la campagne électorale par les réseaux sociaux est un programme de l'ONG Diaconia et ses partenaires. Il est prévu une campagne de vulgarisation des résultats du monitoring via les réseaux sociaux.
Cap sur Bobo Dioulasso où 21 jeunes ont reçu des rudiments des techniques d'écriture, de poésie et d'art oratoire. Une initiative de la sagesse, la Société des auteurs, des gens de l'écriture et des savoirs qui veut ainsi assommer la graine et surtout aiguiser leur intérêt pour le métier des lettres. La cérémonie de fin de formation avec Kassoum Milogo et Ismaël Saturnin Paris. Les sans repère. Je baigne dans mon schématisme à cause du conformisme. Je me prends à l'associer à une nuage. Désormais nanti de connaissances en poésie, cette vingtaine de jeunes bobolais bénéficient de la deuxième phase du projet de promotion littéraire et de formation au métier du livre et en art oratoire. Et cette remise d'attestation est le couronnement de 6 jours de travaux. J'ai eu à apprendre beaucoup dans le domaine de la poésie, à comment articuler les vers, comment disposer mes vers, comment faire que ce que j'écris puisse toucher les gens, comment susciter de l'envie pour la poésie aux gens. Avant, j'aimais la poésie, mais je n'avais pas la stratégie pour m'exprimer. Je ne savais pas comment faire pour parvenir à un poème. Mais avec la formation, j'avoue que j'ai beaucoup appris. L'initiative de cette formation est de la sagesse, la Société des auteurs, des gens de l'écriture et des savoirs, qui entend susciter l'émergence de jeunes talents dans le domaine de l'écriture et bien d'autres. Il s'agissait d'écrire un texte sur l'extrémisme violent et un autre sur la Covid. Donc c'est au bout de ces jours-là que nous avons déjà un premier jet et que ces jets-là sont améliorés au fil du temps pour pouvoir être édités. Au-delà de cette formation en écriture de poésie, il y aura une formation en rhétorique et conte, il y aura une formation de bibliothécaire scolaire, il y aura aussi une formation en écriture de récits. Cette formation des jeunes au métier du livre et en art oratoire s'est concrétisée grâce au soutien financier du Fonds de développement culturel et touristique. Un fonds qui a pour mission principale d'offrir au secteur culturel et touristique un accompagnement financier et technique pour leur épanouissement. En sport, séance de décrassage pour les étalons cadets en vue du match de ce soir, comptant pour la première journée du tournoi UFOAB, match qui les opposera aux écureuils cadets ce soir sous le coup de 19h. Il s'agissait également pour l'entraîneur de faire les derniers réglages pour une bonne prestation. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Salifou Belem et Abdoulaye Kabouri. Ils sont conscients de ce qui les attend. Ils se préparent pour mieux aborder leur premier match face aux écureuils cadets du Bénin à 19h temps universel. Les étalons cadets répètent l'exercice ici sur la pelouse du terrain d'Agaza de Lomé. Le sélectionneur Eric Zie Ouattara et ses adjoints mettent les bouchées doubles pour faire chuter les Béninois demain au stade de Kégué. La bonne entame de la Coupe UFOAB passe par là. Nous sommes en train d'aller sur les stratégies en veille de match, comment préparer le match. Mais d'abord, il fallait revenir travailler un peu sur la récupération. Voilà, avec la charge qu'on a eue hier, ne pas dormir tôt. Donc, d'abord, c'était de faire ce réveil musculaire là. Nous connaissons nos forces, comme demain on ne connaît pas l'adversaire. Mais je sais que je suis convaincu que les enfants sont motivés. Bon, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Les coéquipiers du capitaine Rachid Nyanou se disent confiants. Oui, ça fait 1 an maintenant qu'on est sur le terrain d'entraînement avec les expériences que les coachs ont partagées avec nous. Je pense que l'équipe, j'ai confiance en nous, j'ai confiance en notre groupe. On est fin prêt pour la compétition et on va se qualifier. On promet au peuple burkinabé de faire de notre mieux, de tout donner pour la qualification. On a leur dit que nous ferons tout, nous ferons de notre mieux pour marquer le nom du pays, le Burkina Faso. Et même pourquoi pas remporter la finale pour eux. On les remercie de nous soutenir aussi. Je pense que je dois confirmer pour pouvoir défendre, bien garder aussi, pour aider mes coéquipiers. On leur promet qu'on va ramener la coupe, on va se qualifier. La CAN U17. Bonne nouvelle, l'infirmerie du côté burkinabé est vide. Zie Ouattara pourra compter sur tout le groupe. Hors de chez nous et en Centrafrique, le président sortant Touadéra rempile pour un second mandat. Il passe au premier tour avec un peu plus de 53% des voix. Un coup KO qui n'est pas du goût de l'opposition. Il a été réélu dès le premier tour. Faustin Archange Touadéra s'engage pour un deuxième mandat. Lundi soir, malgré l'annonce tardive de sa victoire, ses partisans sont sortis dans les rues.
pas besoin des armes pour prendre le pouvoir. Nous avons tout temps souffert. Il a fait de son mieux pour avancer le pays dans 5 ans. Et c'est tout à fait normal pour que les Centrafricains le votent. Selon la commission électorale, près de 700 000 électeurs se sont déplacés dans les bureaux de vote sur les 1,8 million d'inscrits. Faustin Archange Touadéra, ayant recueilli la majorité absolue des suffrages valablement exprimés avec 346 687 voix, soit 53,92%. Les résultats définitifs doivent être annoncés le 19 janvier, le temps d'éventuels recours, ce que compte bien faire l'opposition qui conteste ces résultats. Plusieurs candidats, dont le principal opposant Anissé Georges Delogélé, ont demandé l'annulation du scrutin. Ils dénoncent des fraudes massives ainsi que des électeurs privés de vote. Dans une grande partie du pays, de nombreux bureaux sont restés fermés à cause de violences. Depuis la guerre civile en 2013, les 2/3 de la Centrafrique sont contrôlés par des groupes armés, des milices qui entendaient empêcher la tenue du vote. La capitale Bangui semble préservée, notamment grâce à des renforts militaires de la mission de l'ONU, de la Russie et du Rwanda. En revanche, des affrontements ont lieu dans le reste du pays, notamment à Damara, à 70 km de la capitale, et à Bangassou. Le gouvernement accuse François Bozizé d'être complice de ces groupes armés. Depuis lundi, l'ex-président chassé du pouvoir en 2013 est poursuivi pour rébellion et sédition. Retour au pays avec cette question: à quand le nouveau gouvernement? Les Burkinabés sont dans l'expectative et les journaux se perdent en conjecture, allant jusqu'à avancer des noms du futur Premier ministre. La revue de presse de Vincent Kendré-Béogo. À la une de l'Observateur Palga, une nouvelle année en attendant le Premier ministre. Sera-ce le même ou le chef de l'État par coup de magie va-t-il encore sortir un lapin de son chapeau? S'interroge le journal. Rochma Christian Kaboré semble prendre tout son temps car en la matière il n'a aucune contrainte constitutionnelle et ça veut devenir une tradition pour lui. En 2015, il avait mis une semaine pour débaucher Paul Kabatieba de la BCAO et une autre semaine pour mettre en place l'équipe gouvernementale. C'est vrai, former un gouvernement n'est pas la chose la plus aisée quand il faut tenir compte des équilibres ethno-régionalistes, sans oublier certains appétits des membres de la majorité présidentielle. Qui a la primature? Sidoya se pose la question. Christophe Dabiré pourrait poursuivre sa mission au regard de son bilan, lui qui est arrivé en sauveur en début 2019 et qui a réussi à calmer une situation sociopolitique particulièrement agitée. Commente Sidoya. La vacance du gouvernement burkinabé fait également la une d'aujourd'hui au Faso qui avance 2 noms comme premier ministrable. Le premier ministre sortant, Christophe Dabiré, et le ministre de l'Éducation nationale sortant, Stanislas Ouaro, tiendraient le bon bout de la corde devant d'autres personnes comme Lassina Zerbo en poste à Vienne, Al-Kassoum Maïga ou encore Alpha Bari, selon les informations du journal. Et Siroc le conduisait Christophe Dabiré. C'est un titre de l'Express du Faso et selon lequel des sources concordantes misent sur le retour de l'ancien Premier ministre. Mais tout cela n'est que conjecture. Jusqu'à quand faudra-t-il encore attendre? Se demande l'Express du Faso. That is the question. Fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 14h et ce sera en langue nationale. Bon après-midi en compagnie de nos programmes.